Salut! Avant même de débuter cette vidéo, je souhaiterais rendre comme un hommage à deux types de personnes. Les premières, ce sont celles qui ont pu m'indiquer que mes vidéos, le montage était à chier, normal, il n'y en a pas. Que la prise de son pareil, la lumière on n'en parle pas, le cadrage horrible, et qu'en plus mon débit de parole n'était pas assez rapide, donc on s'ennuyait ferme. Ça fait beaucoup. Mais que par contre, lorsqu'on met mes vidéos en 1.5, en accéléré, bah du coup ça devient presque digeste, plutôt intéressant, et qu'on peut même voir un genre de forme de sensibilité. Donc Damien continue, je continue. Les secondes personnes, ce sont celles à l'origine des différentes réflexions que je vais pouvoir vous présenter. Parce que du coup, je me suis rendu compte que travailler pendant plus d'une demi-heure sur le même sujet, bah ça m'ennuyait. Pour ça qu'il y a peu de vidéos. Donc vous présenter un listing de mes pensées, bah je trouve ça peut-être potentiellement plus intéressant et moins lassant. Donc, je reviens à ma dernière vidéo, où en gros, je reprochais à quelqu'un d'alimenter la confusion entre droit et liberté. Pour moi, la liberté, c'est une capacité d'action, en gros. Et le droit, c'est le filtre à cette capacité dans un système, ce que l'on t'autorise ou pas à faire. Euh, pour un ami avec lequel j'ai pu m'entretenir, sa conception est différente. La liberté, c'est juste ce qu'il y a dans le monde tout noir. C'est-à-dire qu'on a la capacité, on a le droit, et ce qui reste, le truc dans les deux, bah en fait, c'est la liberté. Je me dis, pourquoi pas, c'est intéressant, ça reste cohérent. Et dans le fond, peut-être que mon opposition avec la personne de la dernière vidéo, ben, c'est juste une opposition d'un point de vue définition. Mais quand on définit rien, ce qui était son cas, ça paraît normal d'être en opposition. Également, je me suis rendu compte que pour moi, la liberté était un concept fondamentalement individuel. C'est-à-dire que, par exemple, tu as la liberté de te déplacer. Même au sein d'un groupe, les libertés d'un groupe en reviennent à des libertés fondamentales individuelles. Tu as la liberté de te réunir avec d'autres personnes. Donc il y a la liberté de se regrouper au sein d'une société. Bref. Tandis que le droit, pour moi, c'est une attente que tu as vis-à-vis des autres. Par exemple, euh, tu as le droit, éventuellement, de ne pas te faire emmerder. Ok, tu as le droit de ne pas te faire emmerder. Je me rends compte que assez souvent, des personnes de gauche euh, tendent à parodier un petit peu la droite et leurs argumentaires vis-à-vis de la liberté et du droit, peut-être parce que eux ne font pas cette distinction que la droite a tendance, j'ai l'impression, à faire. Un ami, du coup, de gauche, a pu m'indiquer que cette confusion est facile parce que le droit permet d'entretenir les libertés individuelles. C'est parce que tu as le droit de ne pas te faire emmerder dans la rue que tu peux te déplacer. À ça, je réponds oui, mais je pense que c'est important de mettre les bons mots, parce que si tu me dis le droit de ne pas te faire emmerder, et que ce droit n'est pas respecté, du coup je te demanderai quelle liberté tu ne peux pas actuellement disposer. Est-ce que cela t'empêche de te déplacer? Est-ce que cela t'empêche de penser? Est-ce que cela t'empêche de parler? À quel moment es-tu emmerdé? Et en fonction de la réponse, les solutions que je vais vouloir apporter à ce problème ne seront pas les mêmes. Également, la vidéo en fait sur laquelle je m'opposais parlait de l'humour, liberté de rire, tout ça, tout ça. Et j'en reviens à une vidéo que en fait je viens de me remémorer de Cyrus North sur le rire de Bergson. En gros, de ce que j'ai compris, pour Bergson, le rire vient d'un décalage, notamment le fait de plaquer du mécanique sur du vivant. Bon. Dans une société d'émotions pures, le rire n'est plus possible. Parce que trouver une situation décalée euh, peut être offensant. Ça peut déranger, etc. Dans une société d'émotions pures, on ne peut plus rire. Ce qui, selon lui, ne serait pas le cas dans une société de raison pure. Je ne me souviens plus de la terminologie exacte au niveau du vocabulaire. Mais en gros, une société opposée à la première que je viens de décrire. Le rire serait toujours possible. Donc, moi, je me rends compte qu'à force et à mesure que la société se sensibilise, mon droit de rire devient de plus en plus compromis.
Et ça m'ennuie parce que j'aime bien rigoler, me moquer, plaisanter. Je peux de moins en moins le faire et je pense que je pourrais de moins en moins le faire. Euh, Toujours vis-à-vis de la liberté, je me questionnais vis-à-vis de la capacité de deux individus à être aussi libres que l'un que l'autre. Et je me dis que c'est pas possible parce que deux individus n'auront peut-être pas fondamentalement les mêmes capacités. En tout cas, tous les hommes ne peuvent pas être aussi libres. Je prends l'exemple de quelqu'un qui aurait une déficience mentale, qui du coup ne peut formuler de pensées complexes. Bah, moi qui n'ai pas, je pense, de déficience, je peux peut-être le faire davantage que lui. Donc je suis plus libre à ce niveau. Mais imaginons que le premier se batte pour la liberté d'expression pour tous, bah, je le trouverais extrêmement généreux. Parce que lui-même ne pourrait pas, comment dire, exploiter à fond le droit qu'il aurait. Mais il le fait pour moi. Donc merci beaucoup. Tout ça pour en venir à ce que je pense constituer l'altruisme. L'altruisme pur, tel que conscientisé par la majorité de la population, ben en fait j'y crois pas. J'y crois pas parce que pour moi il y a toujours des actions qui justifient tes choix et tes actions. C'est parce que j'ai soif et mal à la gorge que là je vais boire du Baileys avec un petit peu de miel. C'est parce que peut-être quelqu'un a été formaté depuis le plus jeune âge avec une notion de tu dois aider les autres, que ce dernier va t'aider quand tu seras dans les emmerdes. Pour moi, c'est pas de l'altruisme, parce que du coup, ça respecte son échelle de valeur et lorsqu'il le fait, il se sentira bien. Donc, de mon point de vue, l'altruisme, c'est limite le contraire. C'est une notion de sacrifice et de souffrance. C'est-à-dire que, pour moi, l'altruisme serait par exemple l'égoïste de base, qui ne pense qu'à lui depuis son plus jeune âge, bon, et qui, d'un coup, on va dire, a envie d'être amical avec moi, et pour ça est prêt à faire des sacrifices, et donc à m'aider, alors que ce n'est absolument pas dans sa nature. Je me dis que lorsqu'il va m'aider, il y aura peut-être une part de souffrance, parce qu'il n'est pas habitué. C'est ça pour moi l'altruisme. C'est-à-dire que l'altruisme, pour moi, c'est une forme de renoncement à ses valeurs, à son chemin, à ses principes, pour des causes qui ne sont pas nécessairement centrées autour de lui, même si cela peut rejaillir d'une quelconque manière. Et donc, derrière la notion d'altruisme, je perçois une notion de souffrance et de frustration. Du coup, je me dis que c'est bien d'être altruiste, mais pas trop, parce que sinon on aurait vite tendance à s'oublier. J'en viens à une conception personnelle du bien, du mal, de Dieu, de Satan. Je ne suis pas quelqu'un de très spirituel, bon, ni quelqu'un de fondamentalement croyant ou religieux. J'ai été élevé dans un cadre, on va dire, chrétien, catholique, tout ça. J'ai fait du catéchisme quand j'étais gosse. Ça remonte à loin, hein. Et je me suis éloigné de tout ça. Personnellement, du coup, j'ai donné ma vision du truc. Je ne crois pas en Dieu ni en Satan en tant que personne, ou quantité. Mais j'y crois en tant qu'ensemble de valeurs. Derrière Dieu, je mets l'ensemble des valeurs qui ont tendance à réunir les gens. Tu ne tueras point. C'est enfin un dogme, voilà, une règle que je formule et qui permet de réunir, d'assurer une cohérence globale entre les gens. Tu renonces à une part de ta liberté au nom d'un concept général qui serait le bien commun. Dieu. Pour moi, Satan, c'est le contraire. C'est toi et toi seul, tu essaies de t'individualiser, tu essaies de, je ne sais pas, t'épanouir, tu essaies de te construire, et ce, bah, peu importe que cela gêne ou pas cette notion de bien commun. Pour moi, Satan correspond aux valeurs opposées à celles que j'associe à Dieu, tout simplement. Je me pose la question suivante, actuellement, quelle est ma perception de la société dans laquelle je vis? On va dire, là il y a Dieu, il y a Satan, là il y a le neutre, donc là il y a le bien commun, là il y a l'individualisme, et là il y a le neutre. Là, j'ai l'impression qu'on est là. Donc ça me va pas. Moi j'ai envie de rétablir une situation d'équilibre. Donc j'ai envie de retourner à là. C'est pour ça que
j'affectionne tout particulièrement un système de valeurs plus que l'autre. Tout simplement parce que j'ai envie de retourner une situation d'équilibre et que j'ai l'impression qu'actuellement on demande aux gens de faire beaucoup trop de sacrifices au nom d'un bien commun, dans lequel je ne crois pas nécessairement. Beaucoup de gens fustigent la notion de morale, notamment de morale religieuse. Je peux comprendre, pas de souci, mais j'ai l'impression qu'il existe d'autres types de morale que j'aimerais bien éventuellement présenter un petit peu, parce que j'ai le sentiment qu'ils permettent de mieux comprendre le monde, en tout cas présentent des grilles de lecture sympathiques pour appréhender le monde. Par exemple, il y a une notion que j'apprécie qui s'appelle la morale évolutionniste, peu importe. Le concept, c'est le suivant. Sont considérés comme étant bons, positifs, bien, l'ensemble des comportements qui favorisent, la vie en groupe. On en revient à la conception religieuse. C'est-à-dire que, par exemple, copuler et se reproduire avec une personne consentante, c'est bien, ça ne crée pas de frustration, etc. Je reproduis mon espèce, hop, c'est bien. Sont considérés comme mauvais les comportements qui, s'ils étaient davantage répandus, conduiraient à une destruction de la société. Et je trouve ça intéressant parce que permettant de mieux appréhender, on va dire, la réception du progrès, du progressisme entre la droite et la gauche. Une autre conception que je trouve intéressante de la morale, c'est celle du blocage psychologique. C'est-à-dire que moi, lorsque l'on parle de concept, je me demande à chaque fois comment est-ce qu'il s'incarne dans la réalité concrète du monde physique véritable dans lequel on est. Bref. Et lorsque l'on parle de morale, en fait, j'ai l'impression que c'est ta ligne comportementale. Les raisons qui font que tu vas faire tel ou tel choix en te disant c'est bien ou c'est mal. Et ça, pour moi, ce sont des blocages psychologiques. Tu ne vas pas tuer parce que tu es incapable de tuer et du coup, tu vas trouver ça mal. Donc, j'ai l'impression que quand quelqu'un se débarrasse de ces blocages psychologiques, ce dernier devient un être plutôt amoral. Il ne réfléchit plus en termes de bien et de mal, mais en termes de gain, de perte, d'utilité. Voilà, en tout cas, les concepts de bien et de mal sont abandonnés au profit d'autres concepts potentiellement plus intéressants, ou plus concrets, plus avantageux. Également plus concrets dans le sens où je peux les évaluer. Je peux concrètement savoir combien je vais gagner, combien je vais perdre, je peux l'évaluer. Donc là, j'ai donné, on va dire, des conceptions personnelles de Dieu, de Satan, de la morale. Et je me rends compte que plus je grandis, plus je réfléchis aux concepts que j'utilise, et du coup, plus je me crée une identité propre à travers la manière dont je me représente ces, concepts, et moins j'arrive à échanger avec autrui. Quand j'étais petit, par exemple, on me disait, Damien, ouais, est-ce que t'aimes l'art? Pour moi, l'art, c'était 2 heures de cours au collège. Voilà, la matière obligatoire, ouais, j'aimais bien ça. Donc je disais oui. Par contre, actuellement, je me rends compte que les conceptions de l'art sont extrêmement différentes, parce que déjà, il y a ce que l'on définit comme art, il y a ce que l'on définit comme anti-art, et même ce qui est défini comme anti-art est perçu par certaines personnes comme étant de l'art. Donc en réalité, c'est un vrai micmac, un vrai marshmallow. Enfin, oui, bon. Et c'est extrêmement compliqué pour moi, du coup, de comprendre les gens, alors même que j'ai forgé mon opinion et que j'ai mon idée du concept que j'utilise. Plus je comprends les mots, plus j'ai une idée fine des concepts que je veux dire, et moins je comprends les autres quand eux les utilisent. Je me dis qu'il y a 2 explications. Bon, l'une plus rationnelle, c'est-à-dire que à l'époque, quand je parlais d'art, je n'avais pas réfléchi à la chose et je n'avais pas conscience de l'ampleur de la chose que c'était. Donc, je l'utilisais sans avoir conscience qu'en fait, j'utilisais peut-être n'importe comment. Bon. Mais c'était suffisant et cela n'influençait pas mon quotidien. Et cela n'influençait pas celui non plus de mes, euh, interlocuteurs.
Une autre conception que je trouve rigolote, et que j'aime bien également, plutôt mystique, c'est le fait que, d'une certaine manière, en ayant ma propre conception individuelle des concepts que j'utilise, je m'éloigne de Dieu. Tout simplement parce que Dieu, c'est les choses qui réunissent, etc. Donc si je me crée ma conception personnelle des concepts et que je poursuis mon raisonnement, bon, en fait, je m'en éloigne. Et j'aime bien, du coup, voir en la mystique la capacité des gens de traduire des idées alors même qu'ils ne connaissent pas précisément les définitions utilisées par autrui. Par exemple, quand je te parle d'art, tu vas peut-être me comprendre directement en fonction du cadre, alors même que tu n'en connais pas ma définition. Et si tu me parles d'art, je vais peut-être te comprendre. Je dis bien peut-être. Bah, je me dis que c'est peut-être une entité supérieure qui s'appelle Dieu et qui l'aura voulu. Peut-être, pourquoi pas. En tout cas, je trouve ça drôle à conscientiser. Je me souviens qu'il y avait une personne que j'appréciais beaucoup sur les réseaux sociaux qui avait fait un post en disant que lui n'arrivait à communiquer qu'avec des personnes qui en fait s'étaient déjà questionnées sur plein de concepts qui lui semblaient centraux dans sa vie de tous les jours. Par exemple, l'art, la religion, la politique, etc. Et toutes les personnes qui ne s'étaient pas questionnées sur ces concepts, impossible pour lui de s'y intéresser. Cette personne s'était fait lyncher en mode ouais connard tu te prends pour qui, sapiosexuel refoulé, bref. Moi je le comprends. Je le comprends parce que comme j'ai indiqué, je pense que réfléchir au sens des concepts que l'on utilise, c'est se créer une identité. Et du coup, connaître le sens des concepts utilisés pour autrui, c'est comprendre l'identité de la personne et de l'interlocuteur. Du coup, peut-être que quand les gens n'ont pas défini des concepts centraux sur son plan d'existence, c'est impossible pour lui de savoir quelles sont concrètement les personnes avec lesquelles il communique. Je me rends compte également que plus deux personnes auront leur propre point de vue sur un concept, et plus les concilier, faire en sorte qu'ils s'entendent, sera compliqué. Toujours d'un point de vue mystique, je me dis qu'il faut des outils pour parvenir à une forme de communion. Cet outil, dans mon cas, c'est très souvent l'alcool. J'ai l'impression qu'avec ça, les gens se comprennent mieux. Ou en tout cas, oublient des différences de conception pour arriver plus facilement à l'essence des problèmes et au final s'en battre les couilles. Donc l'alcool, c'est cool pour communier avec les autres. Euh, Toujours vis-à-vis de la religion, tout ça, je me pose quelques interrogations. Partons du principe qu'il y ait quelqu'un, par exemple Jésus, qui arrive et qui nous rapporte une parole divine. Je me dis que le mec, en fait, s'adapte au public qu'il a. Donc des personnes pas nécessairement très instruites, avec des connaissances en sciences, en mathématiques, tout ça, peut-être beaucoup plus réduites qu'actuellement. Donc je me dis que potentiellement, le discours qu'il tient n'aurait plus rien à voir avec le discours qu'il tiendrait actuellement. Parce que prenons en compte l'évolution de la capacité de raisonnement des hommes. C'est pour ça que se focaliser sur les interprétations ou la conception première, etc., je sais pas, je trouve pas ça très intéressant. Puisque je me dis que ces textes remontent à des centaines d'années et qu'au final, les interprétations sont tellement vastes qu'y réfléchir me paraît presque être une perte de temps. Éventuellement, s'il y a quelqu'un qui vient et qui rapporte une parole divine actuellement, moi je suis là en mode j'écoute et j'essaie de faire des liens. Bon. Je me suis également posé une question sur l'enfer. C'est-à-dire, Damien, imagine que tu es un connard et que tu arrives en enfer. La conception, on va dire, la plus répandue de l'enfer, dans ma tête, c'est souffrance éternelle. Bon. Moi, je me dis, souffrance éternelle, est-ce qu'à force, je m'y habitue pas? Et du coup, est-ce que je n'y éprouverai pas une forme de plaisir au bout d'un moment? Est-ce qu'il est possible de me torturer éternellement? C'est-à-dire que j'ai vu le film Hellraiser.
Je me dis qu'au bout d'un moment, les mecs, être torturés en permanence avec les douleurs atroces qu'ils subissent, ça devient des sadomasochistes. Est-ce que ce serait mon cas en enfer? Et si ce n'est pas le cas, bah, quel serait le moyen concret de me torturer éternellement? Moi, je me dis, si ça se trouve, j'arrive en enfer, on se fait un trip sadomaso enfin, voilà, et du coup, je m'y habitue. On peut me prendre pour un dingue quand je dis ça, ce serait normal. Néanmoins, cette pensée qu'il serait impossible de me torturer éternellement, bah, c'est une pensée qui me rassure sur la vie éventuelle après la mort. Si jamais j'ai pas dans le bon endroit. Bon. Il y a quelque chose que je trouve rigolo, c'est le fait d'aller assez souvent sur des forums féministes. Bref, j'aime bien comprendre quels sont leurs raisonnements quand je ne les comprends pas. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à gauche, il y avait une pensée, donc on va dire issue du marxisme, comme quoi l'idéologie découle en fait de la condition sociale. La pensée fine, c'est l'idéologie est conditionnée par la condition sociale. Ça, je ne m'y oppose pas, mais découle nécessairement de la condition sociale. Ça, je m'y oppose. Et ça explique pas mal de décalage que j'ai l'impression, avec la gauche, et des généralisations qui sont assez souvent faites. Par exemple, pour ce que l'on pourrait appeler le néo-marxisme et certaines formes de féminisme, l'intersectionnalisme, j'ai l'impression que ce sont des courants de pensée, notamment issus de classes bourgeoises, alors que paradoxalement, ce sont des idéologies qui visent à détruire, on va dire, les schémas de société actuelle et bourgeois. En tout cas, la pensée n'est pas exactement bourgeoise. Donc je m'interroge et je me demande si les féministes néo-marxistes convaincus que de l'idéologie, enfin que l'idéologie découle nécessairement de la condition sociale, sont grands qu'elles existent. J'ai l'impression que, en réalité, ce qui compte, c'est la condition des personnes qui incarnent un mouvement pour savoir comment tu risques de penser, plus qu'autre chose. Et là, bah, je m'aperçois que c'est très varié. Donc, que les généralisations, notamment le vis-à-vis de tu es blanc, tu es machin, tu es grand, tu es noir, tu es bullshit. C'est Il y a un concept qui s'appelle l'agentivité humaine et que je trouve très souvent nié, peut-être trop. Enfin, je souhaiterais terminer cette vidéo sur quelque chose de peut-être personnel. En fait, vous l'aurez compris, j'adore boire, communier, tout ça. Et je le fais assez souvent le soir. Et je m'aperçois que j'adore parler avec les gens le soir. Vraiment, je suis plus désinhibé, je suis cool. Et j'adore notamment parler avec les professionnels qui travaillent le soir. Barman, serveuse, taxi. C'est juste ouf, je passe de bons moments. Je vois ces personnes comme des livres un petit peu remplis d'anecdotes. Et il y aurait qu'à moi en fait de les feuilleter, passer d'une page à une autre. Actuellement, c'est les genres de défis que je m'impose. Je sais pas, je prends un taxi, j'ai 30 minutes avec lui. Bon bah, j'ai 30 minutes pour lui faire la conversation et essayer de créer un échange sympathique. En tout cas, ça m'aide à vaincre une forme de timidité. Je trouve peut-être pas ça anodin, notamment parce que le fait que moi, bah, ça m'apporte du bien, et qu'assez souvent, les taxis, les serveurs, les barman me disent que c'est quelque chose qui leur manque, cette relation intime avec les clients, et qu'ils aimeraient bien avoir davantage. Donc, n'hésitez pas réellement à parler davantage avec eux. Dans ma tête, ce sont de vieux sages d'Heroic Fantasy, avec de la barbe, etc., qui ont vécu 1000 années. Je me dis qu'à force de parler avec des gens la nuit, ils ont développé une forme de capacité en psychologie, en analyse. Et moi, le soir, j'ai l'impression d'avoir plus d'empathie. Une meilleure écoute, c'est plutôt ça. Et d'être de meilleure compagnie. C'est peut-être pour ça que je vous fais cette vidéo la nuit. A plus.